Bonsoir Alexander Kéry. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous vivez en Ukraine depuis 6 ans. Vous êtes reporter pour le journal, j'en parlais, de Kyiv Independent, journal en ligne que vous avez fondé avec d'autres journalistes et avec vos collègues justement. Vous publiez ce carnet de bord de la résistance ukrainienne. Alors justement, comment s'est organisée cette résistance à travers ce journal que vous avez créé ? Alors, à travers ce journal, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce journal a été créé déjà en résistant contre un ancien patron, notre ancien patron de Kyiv Post, qui nous a tous licenciés en novembre. Et justement, pour résister face à ça et pour qu'on ait toujours une voix en anglais en Ukraine, on a créé le Kyiv Independent. Complètement independent, comme ça, puisque vous n'utilisez aucun fonds privé, aucun oligarque, aucun mécène qui vous aide à vivre. Alors on a des coups de pouce, on a des dons, notamment par le système Patreon. On a c'est comme quelque chose comme 7000 patrons. On marche aussi un petit peu avec la publicité, aussi avec il y a des fonds privés qui vous soutiennent. Il y a quelques fonds privés, mais on a 5 à 10%, c'est vraiment pas grand-chose, parce qu'on ne compte pas en fait du tout là-dessus, vu que après la guerre, quand la guerre a éclaté, l'invasion a éclaté, eh bien le système de publicité s'est complètement effondré en Ukraine. Oui. C'était un système qu'on commençait un peu à faire, et puis là, dorénavant, on fonctionne uniquement justement sur les dons et les bourses aujourd'hui. Les bourses qui vous soutiennent. Alors, quand on regarde, puisque c'est une compilation de tous vos articles, vous êtes de nombreux très jeunes journalistes, jeune génération, des journalistes qui n'étaient pas du tout, enfin pas tous en tout cas, reporters de guerre. Il y a une ex-journaliste de mode, lifestyle, un spécialiste de la musique techno. Comment se passe la mue en devenant reporter de guerre ? On s'adapte et c'est surtout, on savait qu'il fallait s'adapter et on s'adapte parce que ça fait quand même depuis 8 ans que cette guerre dure et on a tous plus ou moins bien des proches qui sont concernés directement ou indirectement par cette guerre. 8 ans, vous voulez dire avec la révolution ? Depuis 2014. Cette adaptation, elle se fait rapidement parce qu'on n'a pas le choix, finalement. Qu'est-ce qui est le plus dur, justement, quand on couvre une guerre comme ça ? Est-ce que c'est le danger imminent, le danger physique ? Est-ce que c'est combattre les fake news ? Est-ce que c'est émettre quand on est un média ? C'est plusieurs choses. Je pense qu'au niveau des journalistes, je ne parle pas de l'équipe dirigeante, financière, mais au niveau des journalistes, ce qui est compliqué parfois, c'est de dissocier parfois les horreurs qu'on peut voir sur le terrain, prendre un peu de distance et en parler. Voilà, parfois c'est un peu compliqué. Vous, il y a des scènes qui ont été très difficiles pour vous, que vous avez vécues, c'est encore parce que vous étiez journaliste économique avant, même si vous connaissiez bien le terrain de guerre, vous aviez été formé pour, mais justement, vous avez des moments, vous décrivez des scènes extrêmement dures dans les articles. Oui, il y a eu des scènes compliquées, notamment du côté de Makariv, et même aujourd'hui, il y a quelques semaines, quand je suis parti au nord de Kharkiv. C'est une atmosphère, ce sont des scènes très dures, et c'est surtout de voir à quel point la destruction que les Russes ont laissée, et surtout parce qu'on a toujours un peu d'empathie, évidemment, avec les gens qui nous donnent leur témoignage, c'est de ressortir un peu de ça, de prendre un peu le temps et en fait finalement d'écrire l'article. Certains articles sont plus compliqués, c'est vrai, à écrire que d'autres. Oui, vous parlez par exemple de ce vieil homme, 70 ans, dans cette région dont vous parliez, de Makariv, qui dit désespéré, je n'ai plus rien, mes fils sont morts, ma femme est décédée, je n'ai plus rien dans la vie et en même temps je resterai là et j'attendrai. Oui, parce que effectivement cet homme m'a touché parce que c'est ce côté où sa vie ne fait plus sens. En fait. Les Russes ont amené un chaos et la destruction dans une vie qui ne fait plus sens. Et pourtant, on sent une détermination de la population absolument inouïe. Est-ce que cet esprit de résistance vous a surpris ? Alors cet esprit de résistance ne m'a pas surpris parce qu'il y a une longue tradition de résistance chez les Ukrainiens. Bon, ça, on pourrait faire remonter. Même avant 2014, voilà. Et la révolution Maïdan. Et il y a une longue tradition de défiance de l'autorité et surtout de remise en cause de l'autorité. Je crois que c'est vraiment ce qui différencie aussi énormément les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui. Et c'est aussi une partie de cette fracture et de ce qu'aujourd'hui les Ukrainiens reprochent aux Russes. C'est de ne pas remettre en cause aussi ce pouvoir en place. Et il y a effectivement cette longue tradition de résistance chez les Ukrainiens, de révolution, une guerre. Ça forge une génération. Emmanuel Macron est allé justement à la rencontre
de cette génération et puis des Ukrainiens. Ce matin, il vient de prendre la parole depuis Kiev. Il promet des armes supplémentaires. Il se dit pour une candidature immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce que c'est ce qu'attendent les Ukrainiens ? C'est ce qu'attendent les Ukrainiens, mais encore une fois, pour le moment, ça n'est qu'un discours. Les armes, il les faut plus rapidement. Aujourd'hui, il y a 10% des armes qui sont arrivées en Ukraine. De toutes les armes promises, 10%. Ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, les Ukrainiens ont besoin d'armes plus vite pour s'assurer une victoire décisive sur la Russie, bien avant l'hiver et avant que les Européens n'aient besoin de gaz et que les Russes puissent arguer que si les Européens veulent du gaz, ils doivent lever les sanctions. Emmanuel Macron, qui jusqu'à maintenant martèle qu'il ne faut pas humilier Poutine, qu'il faut négocier aussi avec la Russie. Est-ce que ce discours, comment ce discours d'abord est perçu par la population? Est-ce que ce discours peut changer peut-être après ce voyage, notamment ce voyage ce matin? Emmanuel Macron, je rappelle, est allé à Irpin, une ville dévastée. Ce discours est très mal perçu par la population parce que après les horreurs que les Ukrainiens subissent jour après jour, l'idée d'humiliation de la Russie, c'est un discours qui est absolument inaudible aujourd'hui. Et on espère aussi, et les Ukrainiens espèrent aussi que finalement, après avoir vu réellement en fait les dégâts, et encore il n'est pas venu juste après la découverte des cadavres et des charniers à Boutcha et Irpin. Ce qui est le plus terrible, c'est que s'il allait un peu plus à l'est, il pourrait les voir aujourd'hui. Et ça continue. Donc c'est pour ça d'une que ce discours est inaudible. Et de l'autre côté, on espère simplement que ce sera peut-être une révélation pour lui et qu'il comprendra que ce genre de discours ne passe pas auprès des Ukrainiens. Pourtant, malgré tout, dans ce recueil aussi, bien sûr, vous documentez les exactions de l'armée russe, vous en parliez, vous parlez aussi de la ligne d'appel téléphonique sur les violences sexuelles qui explose, 400 viols rapportés en 15 jours, par exemple. Et en même temps, vous décrivez la vie quotidienne, des petites routines qui reprennent le dessus, des moments aussi de vie, de légèreté. Est-ce que malgré tout, la vie reprend le dessus? La vie doit reprendre. Et le fait que la vie reprenne, c'est en soi une victoire aussi de la part des Ukrainiens, de montrer que malgré le chaos, la désolation et la mort que les Russes amènent en Ukraine, eh bien les Ukrainiens continuent à vivre. Et Vous avez continué votre vie? J'ai continué ma vie. À vivre. Après, on continue dans un environnement où la guerre ne se fait pas oublier, dans le sens où ce sont des sirènes continuelles. Il y a un couvre-feu de 23h à 6h, la ville est silencieuse. La guerre se fait tout de même continuellement sentir. Mais on essaye justement de continuer à vivre malgré cela. Merci Alexander Kerry. Vous retournez en Ukraine bientôt? J'y retourne la semaine prochaine. La semaine prochaine. On vous lit sur le site internet de KievIndependent.com. C'est en anglais, vous l'aviez dit. Et puis dans ce carnet de bord de la résistance ukrainienne, je précise d'ailleurs que tous les dons, l'argent, les bénéfices du livre vont justement au soutien de votre rédaction. On a une pensée aussi pour notre confrère de BFM TV qui est mort en Ukraine il y a quelques semaines, Frédéric Leclerc-Imhoff. Tout de suite, Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient justement pour décortiquer et analyser cette visite historique des 4 dirigeants européens à Kiev en ce moment même. Bonne émission.